Merci tout le monde d'être venu déjà. Et puis je suis ravie de faire le trajet de Paris à ici pour vous rencontrer. Le sujet, c'est une excuse pour discuter. Donc n'hésitez pas, après on verra. Je vais lancer pas mal de sujets débats, on va dire. Vous allez voir, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec pas mal de choses que je dis. Donc, et c'est ça le but aussi, c'est de créer de la discussion. Mon objectif aussi, c'est pas quand je dis comment prouver ou comment mesurer nos pratiques craft, c'est pas de vous rendre comptable, on va dire, au sens vous allez tout calculer. Mais l'idée, c'est vraiment de se poser les bonnes questions quand on veut convaincre ou quand on veut prouver quelque chose. Donc voilà. Je m'appelle Dora, je suis CTO d'Arola, un cabinet de conseil et centre de formation à Paris. On est, on existe depuis 2009 et on est, on va dire, les premiers à parler, on va dire, bonne pratique et craft sur la scène et parisienne et française. Et puis après, heureusement, ça s'est propagé un petit peu partout. Donc on est ravis que ça soit le cas. Je suis aussi co-auteure et illustratrice du livre. Donc là, c'est la première édition. Vous voyez, la deuxième édition, elle a complètement changé. Mais la différence, c'est on a rajouté deux chapitres. Un chapitre sur le Domain Driven Design, qui a été demandé par tous les lecteurs et lectrices, et un chapitre forcément sur l'IA, et le lien entre l'IA et le craft. Donc le ou la heureuse gagnante du livre, j'attends son retour. Pour mon parcours, moi j'ai fait un parcours classique, donc école d'informatique, et puis j'ai fait développeuse, tech lead, architecte, je fais du conseil, je fais du coaching, je fais de la formation, speaker quand on m'invite ou on accepte mes CFP, et puis voilà, et je m'amuse à faire plein de choses, à expérimenter en tout cas plein de choses. Euh, Déjà, qui pratique le craft aujourd'hui? Enfin, qui considère qu'il ou elle pratique le craft? Ah oui, quelques personnes. Pour celles qui pratiquent, euh, est-ce que ça marche vraiment? Oui, tant mieux. Tant mieux parce que moi je fais pas mal de coaching depuis 2016 et à chaque fois on a les mêmes problématiques qui reviennent qui sont bah oui, bah, on essaye d'appliquer les pratiques, en tout cas ce qu'on appelle les bonnes pratiques craft. On va faire un petit tour de ce que c'est. Et pourtant, on a toujours un super, enfin un grand, on va dire time to market très grand, beaucoup de bugs, beaucoup d'évolutions ou de modifications qui sont vraiment difficiles à apporter, et puis trop de régressions. Donc, souvent, des personnes se posent des questions parce qu'on se dit, bah, on applique le craft, mais en même temps, enfin, toutes les pratiques qu'on vend, entre guillemets, ça promet des merveilles et on les voit pas. Euh, donc il y a souvent des clients qui ne sont pas contents, des frustrations, que ce soit côté dev, QA, PO, designer, enfin toutes les parties prenantes des projets. Il y a toujours un manque de confiance au final dans les équipes et ce qui en conclut à un environnement plus ou moins safe, quoi. Parce qu'il y a des tensions, il y a des problématiques qu'on n'arrive pas à résoudre, etc. Et donc on se pose souvent, il est où le problème? Parce que d'un côté, on a des pratiques, on veut que ce soit les personnes qui sont convaincues, on veut les vendre, on veut voir tout le monde les pratiquer, et en même temps, ça ne résout pas le problème. Donc la question, c'est est-ce qu'on applique vraiment la bonne solution pour le bon problème? Oui, non, on en parlera. Et puis, comment je sais que c'est la bonne façon de faire ou la bonne solution que j'apporte à ma problématique? Et c'est ça le sujet à chaque fois. Parce que qui fait, allez, à la main, qui fait du pair programming? Bah, c'est pas mal. Qui fait des code review? Ouais. Qui fait de l'automatisation, quel que soit? Ok.
et qui fait des tests unitaires, enfin tests automatisés au général, ouais, et qui a zéro bug. Voilà. C'est un peu l'idée. Donc, comment je choisis la bonne solution? Pourtant, je pars du principe que toute personne dans notre univers informatique part d'une bonne intention en proposant ses bonnes pratiques. Donc, on veut améliorer notre quotidien et c'est pour ça, quelle que soit la façon dont on présente, enfin avec laquelle on présente les sujets, il y a souvent le côté j'ai envie de bien faire. Et c'est pour ça que je propose du pair ou je veux convaincre mon client ou mon manager de faire des peer reviews, de mob ensemble, etc. Et au fil du temps et de l'expérience, je me dis la solution pour choisir la bonne, enfin en tout cas pour choisir la bonne pratique à la bonne problématique, il faut mesurer pour moi. Maintenant, pourquoi mesurer? Parce qu'on sait que les données, les datas, ça ment pas. Les chiffres, ça ne ment jamais. Donc il y a ça. Les chiffres, c'est finalement le miroir de ce qui se passe, enfin c'est la réalité. Ça nous met directement en face de ce qu'on a, de ce qu'on est, comment on fait, etc. Donc même si on a le sentiment, et parfois c'est l'inverse, hein. Enfin j'arrive dans des équipes où on me dit ah c'est la merde, pardon, c'est le bordel. Et pourtant, je dis, bah écoutez, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça soit pas. Donc, il est où le problème? Donc, il y a ce côté, bah ok, on veut mesurer, mais sauf que on le sait, le craft, c'est plutôt un mindset. C'est pas, ça se mesure pas un mindset au final. Donc, comment le mesurer justement ce mindset-là? Parce que il y a beau, enfin, on n'a pas forcément les mêmes façons de penser. On n'a pas, même si on fait du TDD, par exemple, de Test Driven Development, on va pas forcément le faire de la même façon, etc. Et je dis souvent, on va pas mesurer le mindset ou le craft en général, c'est pas la question. L'idée, c'est de mesurer ce que ça impacte, qu'est-ce qu'on apporte comme changement et qu'est-ce que ça impacte derrière dans notre quotidien. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment je rends ou je vérifie que mon changement est efficace dans mon environnement. Quand on arrive et on se dit on va s'améliorer, on va faire du TDD, on sait très bien que pendant, allez, je réduis la durée, pendant les premiers 6 mois, la productivité se rapproche du zéro. Parce que le temps d'apprendre, le temps de... En fait, la productivité, elle va baisser vraiment. Et après, ça remonte. Donc déjà, accepter en termes de management en général, ou clientèle, en tant que client ou en tant que manager, de se dire que mon produit il va pas sortir parce que je réfléchis à long terme, c'est moyennement accepté généralement. Et donc l'idée c'est pourquoi on a envie de changer les choses? Parce que souvent on a toujours fonctionné comme ça. Il n'y a pas besoin de changer. Ça a bien fonctionné jusque-là. Bon, allez, on a quelques petits bugs qui apparaissent par-ci par-là, mais globalement tout va bien. On essaye de se rassurer comme on peut. Donc ce qu'on cherche vraiment, réellement derrière, le besoin par rapport à tout ce qu'on choisit comme solution, c'est vraiment de réduire la boucle de feedback. Parce que ce qu'on fait, on va le livrer à quelqu'un, l'utilisateur, l'utilisatrice finale. Et ce qu'on veut, c'est avoir de la confiance dans le produit qu'on va créer. Parce que c'est les deux, on va dire, objectifs globalement qu'on va chercher en essayant de changer les choses, justement. Et donc, la question que je me posais, c'est pourquoi ne pas mesurer tout ça? Qu'est-ce qui nous empêche de mesurer? Sachant qu'aujourd'hui, si je vous pose la question, vous avez des outils type, je sais pas, Sonar, oui, des outils type d'observabilité sur vos applications. Vous avez des CI/CD, j'imagine. Vous avez des dashboards. Donc, il y a pas mal de data qu'on a déjà, justement.
Vous avez des boards Jira, le burn down chart, il y a plein de data qu'on collecte, mais en fait qu'on ne vérifie pas réellement. Donc l'idée, c'est vraiment comment utiliser cette data-là, sachant qu'on est noyé dans la donnée réellement. On a des données par rapport à la qualité logicielle, par rapport au management de projet. Quand je dis management de projet, c'est tout ce qui est lifecycle des US, le board généralement de Jira est équivalent. On a des data des comportements des utilisateurs. On a des data d'utilisation de nos outils. On a des data de sécurité, de performance, de fiabilité du système, de network, enfin de réseau, de database. Vous êtes d'accord? Enfin, vous avez tout ça. Pourtant, on ne les utilise pas. Et donc c'est là que souvent on se dit finalement c'est ce qui mène à des mauvaises décisions réellement. Parce qu'on on n'utilise pas les bonnes données au bon moment pour prendre les meilleures décisions. Et donc, il faut revenir en amont et se dire c'est quoi les problématiques. Alors là, j'ai essayé de trouver quelques exemples, on va dire, de vie réelle. Et le premier, c'est tout ce qui est autour de code complexe. Souvent, on arrive dans les projets, il y en a, on a le code, et puis il y en a un ou une qui dit ah bah ce code est très complexe, on a besoin de refactorer. Puis le pauvre, il bouffe l'herbe. Et puis l'autre qui dit non, non, il n'y a pas besoin, il est trop simple. Et là, je me dis, bah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la complexité? Tiens, est-ce qu'il y en a pour vous, c'est quoi la complexité? Qu'est-ce qu'un code complexe? Oui. On a du mal à comprendre et à raisonner. Oui, mais pas que. Une autre proposition? Oui. C'est où on a du mal aussi à comprendre tout ce que ça implique et tout ce qu'on peut casser quand on va toucher avec. Ah ah. Donc c'est un code. Si on le modifie, on ne sait pas c'est quoi les impacts, les dépendances. Oui. Tu voulais? Les interdépendances. Ok. Oui, mais pas que. Alors, j'avais une fois, enfin en mission, j'avais une discussion avec un collègue qui me disait, on avait un, là j'ai mis le lien du kata. En fait, c'est un outil d'agrégation qui est dynamique. Donc on peut agréger, c'est dans le contexte bancaire. Donc on a des deals, un ensemble de deals en gros, et on essaye d'agréger par plusieurs axes, 4 axes dynamiquement. On choisit 2 axes à chaque fois. Donc counterpart, bucket. Ça peut être bucket puis counterpart. Ça peut être, je me rappelle plus des axes les autres. Ça peut être, oui, le type asset liability. Ça peut être, enfin voilà. Et donc à l'époque, moi j'ai fait pour moi, j'ai fait au plus simple. C'est que je me disais, je vais faire un agrégateur par axe. Et puis après, la magie de la composition fait que bah, je peux injecter un agrégateur dans un autre. Et donc je compose dans le sens que je veux. Je peux avoir donc des niveaux, enfin plusieurs niveaux, on va dire, d'agrégation. Et donc mon collègue vient un jour et il me dit Dora, le code il est trop complexe. Ah, je fais bah viens, je t'explique comment ça marche. Ah non, non, t'embête pas, j'ai passé 2 jours à essayer de les changer. Je fais ok, t'as passé 2 jours, enfin t'as perdu 2 jours à essayer de le faire autrement, parce que pour lui, comme la composition c'était compliqué, et ben un switch case c'était plus simple. Donc il a essayé de faire toutes les combinaisons du switch case, et il s'est dit, au final, si je rajoute des axes, ça va pas le faire. Donc après 2 jours, il a réussi à se dire, bon bah la composition ça marche bien. C'est pas grave. J'ai dit, bah t'aurais pu m'en parler déjà avant. Euh, et c'est à ce moment-là que je me disais, ok, c'est quoi la notion de complexe pour lui? Et en fait, la notion de complexe sous-entend plusieurs choses. C'est, je n'ai pas compris. Et donc, c'est complexe pour moi. C'est, j'ai peur de le changer parce que je ne sais pas l'impact derrière. C'est, je ne sais pas où chercher l'information. Donc c'est complexe, c'est un peu noyé.
et puis j'ai peur de casser quelque chose, enfin autre chose. Et souvent, quand on a ces petites peurs, on va dire, c'est ce qui rend naturellement notre cerveau qui va dire c'est trop complexe pour moi, je regarde pas. Vous voyez l'idée? Donc c'est pour ça que je dis, enfin il y a plusieurs choses. Et donc, à partir de ce moment-là, moi ce que je dis souvent, c'est si on veut mesurer justement qu'est-ce qu'un code complexe de ce qui ne l'est pas, c'est d'identifier le nombre de classes ou d'objets affectés par un simple changement. Donc si je veux changer quelque chose, c'est quoi l'impact? C'est je vais changer telle et telle classe. Donc, si je dois changer une à deux, on va dire, objets, bah, ça veut dire que c'est très simple, enfin c'est pas compliqué. Si je dois changer 5 à 6, on va dire, ah bah là ça devient moyennement complexe. Peut-être il y a un problème de structure aussi, enfin de design on va dire. Et après, si au-delà de 8, ça veut dire que effectivement le code soit c'est un code spaghetti, soit la feature est trop grosse, enfin il y a plusieurs façons de le faire. Donc l'idée c'est déjà de voir l'impact. Et c'est pour ça qu'on va parler à chaque fois d'impact aussi ce soir. Deuxième point, c'est de voir le temps à partir de quel moment, quand je change quelque chose, le premier test, on va dire, mon premier test passe au vert. Donc je crée un test en mode Red Refactor, on va dire. Je vais créer un test. Souvent, quand c'est sur un code legacy, en plus, on met plus de temps à créer le premier test. Donc la partie, c'est combien de temps je mets pour créer et pour avoir un premier test success. Donc ça montre la complexité du code. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais sur un code legacy que vous n'avez pas écrit et que vous avez hérité d'il y a 15 ans, souvent, bah pour écrire déjà un premier test, il faut moquer toute la Terre. Et encore, parce qu'une fois que tout est moqué, il y a souvent ah oui, mais je peux pas moquer certaines parties. Et je dois créer des classes qui héritent de ce qui existe dans le code pour pouvoir l'injecter, etc. Enfin, bref. Donc le temps de créer juste un test qui est vert, parfois on met un jour, je suis gentille, une semaine peut-être. Et après, il y a aussi le nombre de tests qu'on casse, mais en dehors de notre scope. C'est que moi je suis là, je modifie ici, et puis je sais pas pourquoi, il y a le test qui est à 3 km qui pète. Donc ça c'est la notion de complexité, c'est vraiment pour moi la notion d'impact donc par rapport à ce qu'on va changer. Et donc qu'est-ce que la complexité? Enfin de mon point de vue encore, ce n'est pas pour moi une propriété absolue du code, mais c'est vraiment le coût on va dire du changement ressenti. Et donc ça varie d'une personne à une autre forcément. Quand on connaît le code et on l'a écrit et on a grandi avec, entre guillemets, c'est pas pareil que quand on arrive sur le code, enfin un code qu'on n'a jamais vu, quoi. Yes. Un autre cas par rapport au refactoring. Et je me disais, souvent on se retrouve dans cette, on va dire, situation où, allez, je fais un petit refacto et après je commence la feature. Et puis, allez, il reste encore celui-là. Et puis il reste encore celui-là. Et on se retrouve au 5e refacto. Et on n'a toujours pas commencé. Dans le livre, j'avais fait cette illustration. Bon, ça se voit pas très bien, mais c'est j'essaye d'améliorer avant de commencer mon ticket. Et puis l'autre lui dit, mais ça fait tant, tu dis ça depuis une semaine. Ah oui, je viens, j'arrive. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qui fait que mon refactoring est useful. Merci, utile. Et donc l'idée c'est de se dire bah, qu'est-ce qui fait qu'il soit utile, comment je fais, enfin comment je vérifie, comment je mesure ça, sachant que alors il y a plusieurs écoles. Il y a une école qui va dire ah non, les refactoring c'est tu le fais sur une comment dire, sur une branche à part, sur un commit à part, tu fais vraiment une branche enfin refacto. Et tu l'attaques bien refacto schmut. Et après, tu fais ta feature tranquillement.
Moi, je suis plutôt de l'école, le refactoring doit faire partie de la feature, donc c'est dans la même branche. Après, on en discutera si vous voulez. Et là, pareil, pour mesurer ça, pour moi, c'est le temps qu'on va mettre entre, enfin, le temps qu'on va plutôt, qui est nécessaire pour apporter le même type de modification, bah, il y a longtemps, on va dire, il y a 3 mois, versus aujourd'hui. Donc je prends le même code. Si j'ai fait du refactoring dessus et je me dis, bah maintenant, pour rajouter une feature, par exemple le cas de l'agrégation, si je veux rajouter un agrégateur, un nouvel agrégateur, j'ai juste à créer l'agrégateur qui implémente telle interface et puis hop, c'est parti. Autrement, peut-être qu'avec le switch case, ça veut dire qu'il faudra que je rajoute 4 switches parce que j'ai déjà les 4 tracks, plus le sens inverse, etc. Enfin, toutes les combinaisons possibles. Donc, dans un cas, c'est juste une classe et peut-être une valeur de l'énum des différents axes. De l'autre côté, bah, je vais avoir plusieurs codes à rajouter. Donc, c'est le refactoring ou le fait de le sortir dans des classes et faire de la composition a permis justement de réduire le temps si jamais on a une évolution. Là, c'est utile. Vous voyez l'idée? Donc, je vais souvent insister sur le fait de ne pas forcément faire des refactos massifs sans forcément sujet, ne pas forcément faire du refactoring, ce qu'on appelle cosmétique, ne pas faire de refactoring sans test, bien sûr, et comment dire, les PR type cleanup avec des gros warnings à merger avant toutes les autres features, enfin les feature branches. Donc tout ça. Après, je mets exprès le disclaimer en disant peut-être que oui, dans certains cas, vous allez vouloir ou devoir le faire parce que justement vous avez cumulé une dette il y a longtemps, vous n'avez pas fait de refacto. Oui, dans ce cas-là, effectivement, vous allez faire la PR d'enfer avec le gros clean-up, certes. Mais l'idée, c'est qu'au quotidien, c'est bien d'éviter ces gros chantiers. C'est pareil, c'est le même effet que ce qu'on appelle l'effet tunnel, quoi. On se voit. Et donc l'idée, c'est de se poser ces questions. Donc, est-ce que mon refactoring est utile? Le temps que j'ai passé dessus, en fait, c'est pas forcément la bonne mesure. On va plutôt parler de change time. Donc, quel est le temps de modification des évolutions futures plutôt. Donc, en fait, quand on parle de comment je peux mesurer est-ce que mon refactoring est utile ou pas, on va pas regarder l'instant T, on va plutôt regarder dans le futur qu'est-ce que ça va apporter. Plutôt l'impact. Donc, est-ce que c'est trop cher ou pas? Non, ça, on va pas regarder l'effort immédiat. Donc, ah oui, pour faire ça, il faut 2 jours. Oui, mais il faut regarder plutôt le coût cumulé. Donc ça fait 3 ans qu'on galère à chaque évolution sur cette partie-là. On met 1 mois pour pouvoir livrer une petite feature. Souvent, il y a ce côté-là. Donc l'idée, c'est vraiment de voir le coût de la modification dans son ensemble. Et puis se poser la question, est-ce que c'est risqué ou pas ce refactoring? Donc est-ce qu'il y a des dépendances? On va pas chercher à connaître le nombre de lignes affectées. Ah oui, ce refactoring, il a touché 36 000 lignes. Non, on va chercher plutôt quelles pourraient les régressions, qu'est-ce qu'on peut avoir comme régression si jamais on modifie des choses. Donc les impacts derrière. Donc c'est ça, j'aime bien mettre les mesures un petit peu visibles, on va dire, enfin réflexe ou peut-être mauvais réflexe, versus si on réfléchit plus loin, bah, quelles sont les mesures à suivre de façon meilleure, quoi. Et pour finir la partie refacto, moi je dis souvent, il n'y a pas, enfin c'est pas un extra work, enfin en sens, c'est pas un truc à part. C'est pour ça que je dis, je suis de l'école plutôt refactoring dans le cadre d'une fonctionnalité, d'un besoin métier, parce que pour moi c'est le seul moyen d'éviter que chaque changement coûte plus cher que le précédent. C'est ça l'idée. C'est vraiment de se dire je refactor, c'est pas pour m'amuser. Dans ce cas-là, je suis sur des katas ou je crée mon kata à partir de mon code de prod, mais je refactor pour que je ne souffre pas dans le futur. Plutôt ça.
Ensuite, pour le TDD, est-ce qu'il y en a qui en font? Oui, c'est pas grave si vous êtes... vous le faites pas. De toute façon, c'est pas utile tout le temps. La question que je vois ou je rencontre souvent, c'est pourquoi je fais des tests alors que j'ai une équipe QA. C'est pas à moi de le faire. Et en fait, la réponse que je donne souvent, c'est si on fait du TDD, l'idée c'est vraiment de déplacer les bugs futurs vers le présent. Donc l'idée, enfin toujours dans le côté feedback, c'est je veux connaître les problématiques tout de suite au lieu d'attendre la validation en QA ou alors en prod de les détecter. Et après, il y a la notion de oui, mais j'ai pas besoin de faire du TDD pour ça. Il suffit de faire du test after ou test first pour l'avoir. Je dis oui, vous avez raison. Je sais pas si vous connaissez la différence. Test first, c'est que je fais les tests avant, mais en fait, j'écris des tests, enfin, toute la batterie de tests, et après je commence à développer. Donc ce qui fait que quand je développe, on va dire, je fais one shot, et donc ça répond, enfin tous les tests deviennent verts d'un coup. Les tests after, c'est souvent plutôt en mode legacy, donc j'ai déjà le code et je vais créer des tests pour couvrir ce code-là. Souvent on le fait plutôt pour faire du refactoring plus tard, parce qu'on a envie de vérifier s'il n'y a pas de régression. Donc la question, moi je dis, c'est pas est-ce que je fais des tests first, after ou versus TDD. Je dis, bah, dans quel environnement je suis? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je vais couvrir le legacy ou est-ce que je veux créer un nouveau design? Donc je design quelque chose de nouveau. Et c'est ça la différence. Pour moi, le TDD s'inscrit dans le je suis dans le futur. Je vais faire de nouvelles choses et donc je vais essayer de la designer, ce qu'on appelle le design émergent aussi. Enfin, il y a d'autres notions. Et donc là, pareil, comment je mesure? Je vais essayer de mesurer l'impact. Donc je vais essayer d'identifier les bugs après les merges. Donc quand je finis, si on est en mode feature branching, on va dire, je finis mon développement, je vais merger donc ma feature avec dev, peu importe comment on l'appelle, la branche qui contient toutes les features. Et donc je vais lancer les tests. Tout de suite, je vais avoir potentiellement des potentiels bugs, donc des tests rouges. Donc la question c'est, on va détecter ces bugs-là, on va détecter les bugs en production, on va aussi calculer potentiellement le nombre de rollbacks ou ce qu'on appelle les hotfix. Et ça nous permet de voir est-ce que avant, quand on était sans TDD, comment ça se passait, et avec le TDD, comment ça se passe. Moi perso, je l'ai vécu en mission, et on était 4 devs dans l'équipe. 2 fans de TDD, 2 étaient avec... on a des QA, donc pas besoin de test. Au bout d'un an, je m'attendais pas vraiment à un tel écart. Au bout d'un an, on avait les QA, enfin, 1 an et demi, on a changé d'équipe QA 5 fois. C'est énorme. Pourquoi on a changé d'équipe QA? Parce qu'ils se disaient, c'est pas possible, ils s'arrachaient les cheveux. À chaque fois qu'on livre quelque chose, il y a à la fois les bugs liés au développement et les bugs, bugs, plutôt régression de l'existant. Au début, enfin heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais heureusement qu'on a modifié, enfin pour moi heureusement, pour le binôme en question malheureusement, on a séparé, enfin on était dans 2 modules différents, et en fait l'équipe QA disait c'est pas normal, on a un module qui est stable, à chaque fois il y a zéro régression, quelques bugs sur les nouvelles fonctionnalités. De l'autre côté, on va avoir à chaque feature une tonne de bugs, plus les régressions du passé. Je vous laisse imaginer quelle équipe est qui.
Et donc, le voir, enfin, pour moi, c'était je sais pas comment le dire, mais l'expérience la plus fantastique de ma vie. Au sens, enfin, on voit tout de suite la différence sur le terrain alors, c'est pas le TDD forcément notre, on va dire la solution, mais c'est vraiment l'automatisation des tests. Le fait qu'on ait justement réussi pendant le développement, d'identifier les bugs potentiels qui puis pourront arriver, on va dire, côté validation ou côté prod. Euh, En parlant de production, on va parler de bugs de prod. On va dire, vous avez tous des projets en production, j'imagine? Combien de bugs de prod ont remonté cette semaine? Zéro? C'est un nouveau projet, hein. Ah non, on n'a pas livré encore en prod. J'ai eu un cas en mission où on avait un export Excel et on avait un petit bug dans le formatage des dates. Et puis quelques problèmes d'accent, etc. Un classique, quoi. Et j'étais à la trésorerie à l'époque, et on avait le chef de la trésor. Je vous laisse imaginer le chef de la trésor d'une grande banque française qui débarque sur notre open space et qui gueule: vous me fixez ça tout de suite. C'était le bug du siècle, alors que c'était rien. Et donc, tu avais le manager, les QA, BA, enfin tout le monde priorité 0. Donc, il faut le faire tout de suite livrer dans la journée. Moi, j'étais la tech lead de l'équipe. Et j'ai fait non, on va pas le corriger. T'avais tout le monde en mode mais non, c'est une plaisanterie là. Je fais bah non, parce que je viens de checker les analytics. Bah en fait, le bouton n'a pas été pressé on n'a jamais cliqué dessus depuis 6 mois. Donc je ne sais pas pourquoi le chef de la trésor, ce jour-là, a voulu cliquer dessus. Donc on a été demandé à toute l'équipe, au trésorier, et effectivement, personne n'utilisait cet export. Donc on se posait la question, enfin, on a laissé refroidir un petit peu les tensions, on a été voir le chef de la trésor pour lui dire: qu'est-ce qui t'a amené à cliquer sur le bouton? Et il a dit bah je sais pas. Enfin, j'ai vu le bouton, j'ai cliqué dessus, j'ai vu l'export, j'étais déjà énervée sur autre chose, et puis enfin, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, quoi. Et c'est pour moi la partie un petit peu déclic, on va dire. Et c'est souvent c'est pas un bug, c'est une feature. Mais ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a supprimé le bouton. Parce qu'à la base, le bouton, on l'a fait avant, et il est resté dans l'application, avant de faire la visualisation directement web. Donc à partir du moment où ils ont eu leur visualisation web, en fait, plus jamais il exportait les données, quoi. Donc on a juste supprimé le bouton au lieu de corriger l'export. Et ça, justement, pour moi, c'était la leçon de me dire, bah, déjà, heureusement qu'on avait des outils d'analytics, parce que sinon, ça serait dommage de louper une priorisation pour un truc quand. Et deux, depuis, je demande souvent au PO, aux clients, c'est quoi le ROI de la feature que tu nous demandes? Souvent, on nous regarde avec des grands yeux en mode de quoi tu me parles? C'est la priorité, c'est tout? Mm, mm. Donc, à chaque fois, je dis, enfin, j'explique que les analytics et ce qu'on va suivre, on va cibler aussi les analytics qu'on va choisir, parce que sinon, c'est un peu comme les logs. On met des traces partout, mais on les ouvre jamais. Enfin, sauf s'il y a un bug. Et on essaye après de tracer, mais on comprend toujours rien de ce qu'il y a dans les logs. Donc c'est un peu l'idée. Et donc, c'est de ramener la partie analyse en amont. C'est comment, quand je parle de ROI, c'est quoi le retour sur investissement de cette feature? Comment elle va être utilisée en prod? Qu'est-ce que ça va apporter aux utilisateurs?
comment il faisait avant cette feature. Donc toutes ces questions-là, on va d'une se les poser, et de deux, d'essayer de trouver des métriques pour les suivre. Parce que si on n'arrive pas à les suivre, ça veut dire que la feature, potentiellement, elle est inutile. Si personne ne l'utilise, elle est inutile. S'il n'y a pas d'engagement des utilisateurs, c'est que probablement il y en a une personne qui l'a demandé, mais en fait c'est inutile pour tout le reste. Donc pareil, ça reste inutile dans l'ensemble. Donc voilà. Et ce genre de situation peut très bien s'éviter en appliquant ce qu'on appelle le BDD, Behavior Driven Development. Ça vous parle? Je vois des têtes. Moi je dis souvent BDD c'est un mélange de... Enfin il y a trois piliers on va dire, ou trois parties. L'exploration, formulation, automatisation. L'exploration ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de comprendre le métier. Pourquoi on le fait? C'est quoi la vision du produit? Pourquoi? Enfin qui sont nos utilisateurs? Les personas? Enfin tout ce qui concerne le métier. Souvent, je dis, les devs, techniquement, naturellement, au bout d'un moment, ils doivent connaître le métier mieux que les métiers eux-mêmes, si on s'intéresse vraiment. Donc l'idée, c'est ça. C'est si on explore réellement, on devient expert ou experte de notre métier naturellement. La formulation, ça nous permet d'exprimer les choses et de sortir un petit peu tout ce qui est implicite. Donc quand je dis bah tiens on fait une calculatrice, enfin on fait la division, ok bah on va essayer de trouver des exemples. Sauf que oui mais on a oublié, enfin si on met un zéro côté dénominateur, bah qu'est-ce qui se fait? Ah oui, on peut pas calculer. Ah ça oh, tu nous l'as pas dit quand tu as écrit les specs. Donc on va chercher un petit peu tout ce qui est implicite dans la tête on va dire des gens côté métier, qui pour eux ils vont dire bah oui mais c'est normal. Enfin, ah oui, mais comment tu veux que je devine, moi, qui connais pas le métier? Je mets la citation de Lise qui dit en fait, avoir des conversations, c'est encore plus important que les capturer, donc la formulation, et qui est encore plus importante que l'automatisation. Chose qu'on fait à l'envers quand on est dev. Souvent, d'ailleurs, c'est un raccourci que prend beaucoup d'équipes. Ah oui, on fait du BDD. Oui, en fait, vous écrivez juste des scénarios Gherkin et vous utilisez Cucumber. Mhm. Ok, et il fait quoi ton produit? Je sais pas, on demande au billet. Ah, ok. Bon, en fait, tu fais pas de BDD, tu fais juste de l'automatisation de tests en langage humain. Donc, pour moi, j'insiste vraiment sur le côté, si on fait du BDD, c'est qu'il y a la partie vraiment exploration du métier et le partage de connaissances justement qui est plus important. Et souvent, on essaye de faire ce qu'on appelle l'example mapping. Je ne sais pas si ça vous parle, l'atelier. C'est très simple. Et plus vous en faites, plus ça prendra, parfois ça prend une minute. L'idée est très simple, c'est qu'on va voir la partie user story, enfin fonctionnalité on va dire. À partir de la fonctionnalité, on va la décliner en règles, les règles de gestion. Si j'ai ça, je dois faire ça. Si j'ai ça, je dois faire ça. Et en face de chaque règle, on va identifier des exemples. Et pendant cet atelier-là, donc tout le monde s'occupe de la partie gauche. Et si quelqu'un a une question, hop, il la met tout de suite en mode question. Et après, on regarde, ok, on a des questions, on va commencer à les éplucher, on va dire. Donc on va prendre la première question, on regarde. Une question, ça peut se transformer en règle, parce qu'effectivement, ah tiens, c'est un cas auquel on n'a pas pensé, on n'a pas mis. Ça peut se transformer en exemple pour expliciter justement une règle. Et à la fin de l'atelier, on regarde. Ah, il y a encore des questions, on n'a pas de réponse. Ça veut dire que le sujet n'est pas mature. Donc visuellement, tout de suite, ça permet aussi d'avoir une priorisation, on va dire. Ah bah l'US n'est pas mature, donc on va pas la rentrer par exemple dans le sprint, ou on va pas la faire tout de suite, ou voilà. Ou alors on la split en deux, c'est possible aussi.
Dire, tiens, on va faire juste la partie qu'on a comprise, et puis après, l'autre partie, on va recreuser côté métier, et puis on reviendra dessus après. Donc si vous ne le faites pas, essayez-le sur une petite US, histoire de s'adapter, enfin s'appliquer, et d'apprendre. Et après, vous verrez, moi, il y a le plus court, c'était 5 minutes. Tac, 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 on le fait vite fait. C'est bon, on est d'accord. Ok, on y va, on développe. Donc pour voir quel est l'impact, ou du moins mesurer si la pratique elle est utile dans notre quotidien, on va chercher à identifier le taux d'utilisation de la feature délivrée. Est-ce que une fois qu'on l'a livré, il y a du monde qui l'utilise? Si vous avez des utilisateurs qui vous disent ah bah non, on l'a pas utilisé, enfin de quoi tu parles d'ailleurs? C'est quoi cette feature? Là, c'est un gros smell pour dire oups, soit on a raté quelque chose dans la priorisation, et donc c'est pas du tout prioritaire par rapport à nos utilisateurs, soit il y a un problème côté com, les utilisateurs ne s'intéressent pas de la release note, on va dire, de notre produit. Donc il faut chercher un petit peu d'où vient le problème. Il y a la partie abandon ou rework des features. Donc est-ce que, tiens, on a mis une feature dans le sprint, et après, quand on a fait l'example mapping ou autre, on l'a abandonné. Ça peut être dire, ah oui, c'est un bon point, donc. Le fait de pratiquer le BDD, ça a permis d'éliminer quelques bruits. Vous voyez l'idée? Pareil, le feedback des utilisateurs, c'est très utile au sens, ok, on a livré maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça rejoint un petit peu le taux d'utilisation, parce que si personne ne l'utilise, soit qu'ils n'ont pas compris, soit... Enfin, bref. Et puis après, le nombre d'issues, on va dire, bloquants, durant le développement. Pas le après, mais quand je suis en train de développer ma feature, tiens, il y a des questions qui pop, malgré le fait qu'on ait fait l'example mapping. Parfois, il y a des trucs, on n'a pas vu. Et puis, et en fait, l'idée, c'est de voir est-ce que le cas que j'ai identifié au moment où je développe, c'est critique ou pas. Si c'est bloquant, en fait, c'est un bon signe, entre guillemets. Donc l'idée, c'est de mesurer ça avant et après la mise en place. Souvent, on décide de mettre en place la pratique, et après on mesure. En fait, vous ne saurez pas, si vous faites ça, vous ne saurez pas qu'est-ce qui a changé, c'était quoi l'impact. Donc idéalement, si vous décidez de dire à partir de demain, je vais faire du BDD, en fait, commencez pas tout de suite. Commencez par mesurer, déjà, enfin ce qu'on s'est dit là, et après, commencez à pratiquer. Comme ça, vous verrez tout de suite la différence entre le avant-après. Et ça permet pareil, d'avoir le côté satisfaction, on va dire. Concernant le pair programming, il y en a qui ont levé la main tout à l'heure pour faire, oui, comme vous en faites. Souvent, le retour qu'on voit, c'est une perte de temps. 2 personnes sur un PC. Quelle idée. Et puis on n'a pas le temps, et pourtant il y en a qui vont dire si, pourtant cette pratique elle nous a permis d'éviter quelques bugs, ou justement, ou ça nous a permis de gagner du temps, l'ancien sprint. Donc il y a ce côté de on produit moins vite à 2, versus qu'est-ce qui prouve, enfin montrez-moi comment on peut être à 2 sur un PC et aller plus vite. Mathématiquement, ça fait bizarre pour certains. Et donc l'idée, c'est... Parce que justement les gens, les managers généralement, ils vont
dire bah, j'ai moins de lignes de code écrites, justement, quand il y a 2 personnes sur le même PC. C'est normal. Il n'y a que 2 mains qui écrivent et non pas 4. Il y a le calcul de story point par personne. Mais oui, mais là, si tu mets 2 personnes sur le même PC, comment je calcule ma vélocité, moi? Ou comment je peux surveiller, fliquer les devs que j'ai? Je peux pas, là, tu me fous tout en l'air. Donc l'idée, c'est d'éviter tout ça et plutôt chercher d'autres indicateurs pour voir vraiment l'importance de cette pratique. C'est le nombre de personnes qui sont capables de modifier un module ou une feature. Si j'ai une personne, le fameux bus factor, c'est un gros warning, oui. La distribution de le nombre de commits versus les revues par feature. Donc, quand vous envoyez quelque chose, vous committez on va dire des commits, du code. Vous allez voir le nombre de commentaires sur les branches. Généralement, avant, vous avez peut-être 5-6 commentaires par branche, parce qu'il y en a une personne qui écrit le code, l'autre personne qui review. Généralement, quand on fait du pair, il y en a une maximum, parce que les reviews ont été live directement. Donc l'importance de calculer le avant-après aussi. Et puis il y a la fameuse réduction de demande à tel, demande à Sophie. Ça rejoint le nombre de personnes capables, expertes sur une feature. Donc le fait de faire du pair et de changer aussi les pairs, c'est très important. Ça permet de partager naturellement les connaissances entre les membres de l'équipe. Le bug, j'ai mis ça parce que je considère très important, c'est que le bug en production, il est plus cher que le temps que les 2 personnes ont passé derrière le clavier. Parce que naturellement, quand on écrit, alors quand on est seul surtout, il y a toujours des moments de mou, parfois on écrit n'importe quoi, je l'ai vécu, on revient le lendemain, je dis mais c'est quoi ce bordel? Qui a écrit ça? Ah c'est moi, ah oui. Alors que quand on est deux, s'il y a un coup de mou, la deuxième personne prend naturellement, mais pourquoi on écrit ça? Non, non, on va le modifier, on va le voir autrement, quoi. Ça vous parle? Good. On va parler de lenteur maintenant. J'imagine que vous avez déjà eu la remarque de on est trop lent à livrer des choses. Oui, certains. Souvent, d'ailleurs, c'est un espèce de réflexe, je sais pas pourquoi. Ah bah on est lent, on va créer des sprints. On va faire du scrum. Ça c'est time boxé. On voit là, c'est visible. Et souvent je dis c'est pas forcément la bonne solution. Est-ce qu'on a déjà investigué le pourquoi on est lent? Enfin on considère qu'on est lent. Est-ce qu'on a déjà mesuré? Qu'est-ce qu'on doit mesurer? En fait, on se retrouve à, non, c'est juste une impression, on est lent, mais on ne sait pas pourquoi. Donc c'est là où j'introduis souvent ce qu'on appelle le value stream mapping. Ça se voit pas, mais et l'idée, c'est value stream VSM, l'acronyme, si vous voulez chercher après. L'idée, c'est vraiment de dire dans tout le process de mon projet, on va dire de l'idée à la mise en production, je vais calculer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans mon projet. Et ça, souvent, Jira, il le présente bien. Enfin, Jira ou équivalent, Azure DevOps ou autre. Et donc, on va calculer le temps. L'idée, c'est vraiment de descendre un petit peu dans le détail aussi, de calculer le temps à chaque étape. Et souvent, on se rend compte que oui, pour le développement, ça prend 15% du temps, mais en fait, on passe trop de temps à attendre la validation des QA, PO,
attendre la validation de la décision. Tiens, on met quel type d'architecture, ou quel type de pattern, ou quel type de machin. Donc il y a souvent du temps perdu entre la validation et la prise de décision du choix, on va dire, technologique. Et en fait, on se rend compte à ce moment-là que, en fait, on n'est pas lent, c'est juste qu'on attend à chaque fois. Et le problème, c'est pas au niveau de l'exécution, parce que les specs sortent très vite, parce que le développement sort très vite, parce que les QA testent très vite, rapidement. Mais en fait, le problème, c'est entre chaque. Le temps de validation, le temps de prise de décision plutôt. Et c'est comme ça enfin, à partir du moment où on se pose justement les bonnes questions et on identifie réellement c'est quoi le problème, on peut choisir les bonnes décisions. En mode, ok, on met beaucoup de temps par exemple à livrer dans l'environnement staging. Eh ben, on va automatiser ça. On met trop de temps à tester, enfin la partie validation. Bah, on va créer des tests automatisés pour réduire justement ce temps-là, etc. Donc ça, quand vous connaissez exactement c'est quoi le problème, bah, on peut trouver la meilleure solution en face. Et l'idée, c'est de traquer ces données à chaque itération. Donc à chaque fois, vous refaites le value stream mapping, enfin de temps en temps, quoi. Pas forcément à chaque itération, mais... Donc là, j'ai parlé de plein de pratiques, de comment essayer en tout cas de voir comment dire, l'efficacité de l'application par rapport à un contexte donné. Et on va se rendre compte que finalement, c'est souvent une question de réaction. On réagit à une problématique. Enfin, et même, ces pratiques, c'est pas nouveau. Ça date d'il y a plus de 20 ans. J'ai mis quelques dates ici, histoire de s'en rappeler. L'XP et le TDD, ça date des années 90, donc 26 ans, plus. Clean Code des années 2000, enfin ça s'est enchaîné après avec toutes les pratiques qu'on connaît. Et à chaque fois, il y avait, enfin chaque pratique était en réaction à quelque chose d'autre. Donc l'XP et le TDD, c'était en réaction à tout ce qui est cycle en V à l'ancienne. Le clean code, c'était en réaction à bah, quand on fait du TDD, on fait du refactor. Donc qu'est-ce qu'on refactor, vers quelle est la cible, enfin qu'est-ce qu'on veut atteindre. La partie Agile Manifesto, j'en parle pas, vous connaissez j'imagine. Le domaine Driven Design, c'était en réaction du gros monolithe où on applique la même architecture partout, voilà, la rigidité, on va dire, des applications. Même architecture, même design, tout le temps, partout. La partie BDD, c'était bah, par rapport à l'exploration du métier et comment vraiment rapprocher le métier et la tech. Et après, bon, bah, il y a la notion d'artisanat logiciel et toutes les pratiques qu'on voit aujourd'hui. Et ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Hmm. Eh oui, oui. Et donc à chaque fois, c'était une question de réaction. J'applique une pratique ou je change quelque chose dans mon quotidien parce que je suis en face d'une problématique et donc que je veux améliorer mon quotidien au final. Avant de clôturer, moi je pense souvent à dire bah, c'est quoi mon problème? Je mesure pour comprendre ce qu'il y a derrière. J'expérimente, donc là je fais le changement et je remesure, enfin je retraque, on va dire, la data pour dire est-ce que le changement est adapté ou pas. Et souvent, le cycle, j'essaye de le réduire au maximum. On va dire, mes collègues m'appellent la reine des baby steps. Je me lance des fleurs là. Mais c'est vraiment pour ça, parce que j'essaye vraiment de trouver des petites itérations pour valider et avoir ce qu'on appelle des décisions réversibles. Donc je peux facilement revenir en arrière parce que je considère que l'expérimentation elle a échoué et donc hop, choisir une autre solution. Donc je vous invite vraiment à dire, alors quand vous êtes sur un projet et vous voyez des problèmes, on va pas mettre à la fois alors du BDD, du clean code,
du machin, enfin, on va toute la tiraille, euh, on va dire, en même temps, mais c'est vraiment de dire, ok, je rajoute une complexité à chaque fois, quoi. Je voulais pas finir le talk sans parler de quelques études de notre industrie, et notamment Coaching qui parlait de gaspillage, parce qu'en moyenne on gaspille entre 23 et 42% de notre temps de développement en raison de la dette technique et du mauvais code. Une autre étude de SNCC qui dit un projet comporte en moyenne 40 vulnérabilités dans son code à cause de la génération aujourd'hui avec l'IA notamment. Et une autre, enfin c'est la même que la première je pense, c'est que il y a enfin parfois l'incertitude liée justement à à du mauvais code provoque le stress et des frictions au sein de l'équipe. Et donc c'est pour ça qu'on essaye aussi d'avoir un meilleur environnement, un meilleur code on va dire. Et pour finir, je peux pas venir ici sans faire de la pub. Je voulais juste vous présenter un outil chez nous qui s'appelle CraftRadar. Et c'est quoi? Ça permet, et c'est grâce à cet outil-là enfin, c'est un résultat, on va dire, de plusieurs expérimentations et plusieurs retours d'expérience de mes collègues chez Arola. L'idée, c'est vraiment d'analyser la maturité des équipes. Donc souvent, ça se fait en 3 phases. Une préparation avec les équipes. Donc on récupère quelques métriques et des rôles à rencontrer. On fait ensuite les interviews et des revues de code, revues du parc. Et à la fin, on fait une restitution sous forme de radar pour avoir le niveau, on va dire, de maturité des équipes. Et on propose aussi des améliorations avec la cible, enfin le niveau cible, une fois les réalisations faites. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y en a certainement. Non? Si elle n'est pas timide, c'est la première qui a pu dire. Alors, moi, je n'ai pas forcément de questions. Peut-être que vous avez résumé ma vie ces derniers mois, donc merci pour ça. Et j'adore, juste voilà, la remarque, et si on doit retenir qu'un truc, j'adore vraiment le fait de dire, avant de se décider à faire quelque chose, sachons décrire, comprendre et mesurer un truc. Et après seulement on se dit s'il y a vraiment déjà une décision à prendre ou pas. Et après laquelle on prend. Donc merci parce que je pense qu'on dépense énormément d'argent à acheter des trucs et ensuite à les utiliser parce qu'on les a achetés. Et oui. Pas forcément à les avoir ambitionnés sur des critères précis. Merci tellement. Avec plaisir. Oui. Tu pourras la répéter. C'est toujours dans cet esprit-là, sur pousser les PO à mesurer ou à donner un retour sur investissement, un ROI. Est-ce que, moi c'est quelque chose que je considère comme étant très difficile à obtenir aujourd'hui, et s'il y a des tips ou des choses là-dessus, je suis preneuse parce que c'est assez compliqué dans notre situation. Si je résume, enfin si je reformule plutôt, c'est quels sont les tips qu'on peut avoir pour questionner les PO pour avoir le ROI de la feature attendue. Moi, je vais parler de moi. Moi personnellement, j'utilise la posture un petit peu naïve. C'est pourquoi on fait ça déjà? Qui va l'utiliser? D'où vient cette demande? Enfin, qui l'a demandé? Est-ce que c'est un utilisateur en particulier? À force, enfin, en amont, il faut connaître aussi ses utilisateurs. Alors pour un site ou un SaaS grand public, c'est pas forcément possible. Mais quand on a une proximité avec ses utilisateurs, souvent on apprend à connaître les caractères. On sait qui, on va dire, a un fort caractère, surtout quand, là je pense à la trésor, mais pas que.
Mais enfin voilà, c'est des questions un petit peu en mode naïve que je vais poser. Souvent, ça saoule. Je vais pas dire le contraire. Mais j'essaye vraiment de, enfin pour raconter une petite anecdote, j'avais un besoin, mon PO donc il me le présente et je dis ok, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit, enfin 5 minutes pour essayer de trouver des exemples, de décortiquer, etc. Mais non, c'est clair, et puis tu as l'habitude, et puis tu connais bien, et voilà. Donc je fais OK. Je commence à faire le travail moi-même. En gros, je fais l'example mapping. Et je commence à avoir des questions déjà. Donc à peu près une dizaine de questions. Je fais OK, j'envoie 5 par mail en disant au PO, tiens, je t'ai envoyé 5 questions, tu peux me répondre? Là, il regarde. Ah bah non, j'ai pas les questions à tout. Attends, je vais aller voir les métiers, je reviens. Les métiers, je sais qu'ils sont pas au même étage, sont même dans un bâtiment à part. Donc le temps qu'il aille, j'envoie les 5 autres questions. Je le laisse partir. Donc il revient, il découvre le mail, le deuxième mail dans sa boîte. Il fait, t'es chiante, tu pouvais pas l'envoyer en même temps? Je fais, bah désolé, entre temps j'ai réfléchi. Donc au moment où il part, j'envoie la suite. 3 mails. Donc là, le troisième mail, il me dit, tu me saoules, viens avec moi. Je fais, ok, cool. Donc je vais avec lui. Et à ce moment-là, on décortique avec, j'improvise d'ailleurs un example mapping avec les utilisateurs. Et là, il me fait waouh, c'était fluide, c'est cool, pourquoi on n'a pas fait ça depuis longtemps? Je fais écoute, ça fait 1 an que j'essaye de te convaincre de ça et que tu veux pas l'entendre, bah maintenant j'utilise d'autres pratiques. Donc voilà, enfin, j'essaye de jouer comme je peux. Là, je pense qu'on est à un niveau, enfin moi c'est même un niveau avant ça, parce qu'en fait nous on est déjà en difficulté de définir des grands sujets d'amélioration où en fait on a des personnes du métier qui vont décider qu'il va falloir intégrer un nouveau service entier à notre application. Hmm. Et c'est très difficile de leur faire mesurer pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont gagner à ça. C'est juste, bah, ils ont une liste de services à numériser un jour. Ouais. Et du coup, c'est très compliqué de les amener sans aller à ce point dans le détail, Hmm. parce que pour pouvoir décider de grandes directions, on ne peut pas aller jusque-là, sinon on n'avance pas. Et déjà, juste à ce niveau-là, c'est très compliqué avec des personnes qui sont très très haut niveau, de les amener à dire ok, mais pourquoi est-ce qu'on va intégrer tel ou tel service entier? Pourquoi, enfin, souvent on peut essayer de ramener vis-à-vis des gains, mais même Là, c'est t'as très le, compliqué avec ça. Là, enfin, ce que tu décris, c'était dans un contexte où vous avez plusieurs services à développer et ils choisissent arbitrairement tel ou tel service. Ça semble Alors que, arbitraire. voilà, alors qu'il n'y a pas d'explication derrière de priorisation et potentiellement vous n'êtes pas d'accord en tant qu'équipe tech par rapport à cette priorisation-là. Ouais. Du moins, Mm. quand on demande des raisons Mm. concrètes de pourquoi tel ou tel service est choisi, ça semble être plutôt parce que tel chef crie plus fort que les autres. Ouais. C'est souvent d'ailleurs, c'est souvent ça, hein. C'est pour ça que je dis, il y a le côté connaître ses clients et connaître, on va dire, la partie métier, parce que on va identifier tout de suite qui, on va dire, la personnalité dominante par rapport au reste, et donc probablement c'est elle qui va prioriser plus que les autres. Et moi, ce que je dis souvent à mes équipes, c'est enfin, dans toutes les US, même quand j'étais en tant que tech lead, c'est de dire, on va rajouter des métriques. Ah mais c'est pas dans la feature, c'était pas demandé. Mais on s'en fout, c'est notre tambouille interne. Donc le PO, il n'a pas besoin de savoir qu'on utilise tel outil d'analytics ou on met tel log ou on met
c'est nos épices, on va dire, en cuisine. Donc à nous de les faire. Et moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je mettais le cas de feature abandonnée. Parce que je mets naturellement la mesure d'utilisation de la feature. Et c'est pas grave. Je prends on va dire le parti au début de dire c'est pas grave, je suis mon PO parce que je ne connais pas, enfin je ne serai pas en mesure aujourd'hui de prioriser mieux que lui. J'ai pas assez de billes et assez de data pour analyser la situation. Donc il y a toujours une partie mesure que j'intègre naturellement dans le code. Et ensuite, je regarde, enfin, j'analyse les datas que j'ai collectées. Et c'est ça qui va me donner, ah bah tiens, t'as dit la dernière fois, il y a 3 sprints, cette feature, elle était prioritaire. Mais regarde, personne ne l'utilise aujourd'hui. Pourquoi? Ah oui, je sais pas, je vais demander. Bah, ah oui, mais ça veut dire que côté peut-être priorisation, c'était pas la meilleure. Ou alors, parfois, enfin, c'est ce qui m'a amené aussi à faire parfois des petites réunions avec les utilisateurs. Alors, je mets toujours des guillemets en mode si on a accès au métier, parce que souvent, des produits grand public, par exemple, on n'y a pas accès. Mais enfin, grand public, je propose de l'A/B testing hein, pour essayer de voir, d'analyser aussi. Euh, je reviens au contexte où il y a de la proximité. Souvent, je vais faire soit des example mapping, soit de l'event storming aussi, qui permet de dire, bah tiens, ça c'est le process de notre métier, et donc qu'est-ce qui est prioritaire, enfin, d'avoir vraiment le discours de la partie métier. Voilà. Si je peux juste répondre à ajouter un truc qui pourrait t'intéresser, on en parle après, c'est WSJF. Alors je suis désolée, Oui. tout le monde qui me connaît sait que je déteste Safe, mais pour le coup, c'est un truc où justement on n'est pas au niveau US, on n'est pas au niveau feature, on est au niveau Epic. Et on arrive quand même à comparer les équipes entre elles pour savoir comment les prioriser. Donc c'est des critères qu'on se donne, ça peut en être 3-4 comme ça peut en être 12, et ça peut peut-être t'aider dans ton contexte. Oui. Tu me fais penser à un truc, merci. J'essaye de retrouver. Je fais vite. Hop. Pour meubler. Et du coup, dans ces critères-là, tu peux avoir effectivement ce qu'a dit Laurent, le nombre d'utilisateurs impactés. Ça peut être un coût direct de l'argent, ça peut être du temps. Par exemple, il y a X personnes qui gagneront 5 minutes tous les jours. Tu multiplies, tu fais la somme et tu dis, ah ouais, c'est quasiment urgent. Donc je dis financier, temps, ça peut être aussi de la sécurité. Ça nous éviterait d'avoir sans cesse à vérifier qu'il y avait des failles, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment des choses que tu te mets d'accord avec les autres pour les prioriser. Je me pose souvent sur ça, pour la partie slicing, et qui permet aussi la priorisation par la suite. C'est un framework que Richard et Peter ont créé. Et ça permet de dire, ok, j'ai une grosse feature à créer, et ben, comment je la décompose. Et ça permet de dire, par exemple, s'il y a une partie complexe simple, ça permet de prioriser. Ou des variations de données. Bah, tiens, qu'est-ce qui représente 80% de l'utilisation, et puis peut-être les 20% ou les 5%, on va pas les faire tout de suite. Des trucs comme ça. Et après, j'essaye de... Oui, ça, c'est les techniques de priorisation. T'en parlais, donc il y a... je ne vois pas le titre, mais ça s'appelle Moscow. Il y a ça, il y a le RICE aussi, qui est une autre technique de priorisation, le WSJF, et ce qu'on appelle la matrice value versus effort aussi. Donc il y a pas mal on va dire, de techniques de priorisation qui permettent de le faire, quoi. Voilà, juste pour la petite parenthèse. Merci de faire venir Dora. Ça marche bien, je pense. Voilà. D'autres questions? On a faim. Ouais. Merci tout le monde.
Et j'oublie pas